Le football européen, c'est elle qui le dicte, c'est elle qui le gouverne. Depuis des décennies, l'Union européenne, des associations de football exercent une emprise quasi totale dans le monde du ballon rond sur le vieux continent. Elle s'est construite sur les bords du lac Léman, au cœur de l'Europe, créant les plus grands tournois, élevant les meilleurs clubs, régnant sans partage et bâtissant un empire économique inestimable. Pourtant, jamais sa puissance n'aura rimé avec adhésion populaire et osmose avec le public, où qu'il soit en Europe. Dans un football moderne en mutation, elle tente de s'adapter, d'évoluer, au risque de voir son monopole vaciller. Dans cette nouvelle vidéo, voyons comment l'UEFA a, par le football, construit l'Europe au point d'en devenir un acteur majeur sur la scène continentale. Générique. Bonjour les amis, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end pascal. Et aujourd'hui, très heureux de vous proposer un sujet un peu différent de ce qu'on a fait sur les dernières semaines, mais un sujet totalement dans les thématiques de la chaîne et que je voulais faire puisqu'on va parler Europe, foot européen et histoire en se focalisant, comme vous l'avez compris, sur l'UEFA. On parle souvent d'identité européenne, d'intégration européenne. Dans cette vidéo, on va voir comment, et parfois de façon inconsciente, l'UEFA a bâti l'Europe grâce au football et a façonné pour certains une vision de notre continent par le prisme du ballon rond. Avant qu'on commence, comme toujours, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant, commentant et en vous abonnant. C'est gratuit, ça soutient l'Arena, ça permet à la chaîne de grandir et puis c'est une belle récompense pour mon travail. Je suis tellement reconnaissant de celles et ceux qui font ça à chaque fois. D'ailleurs, je vous réponds le plus possible en commentaire. Merci à toutes et à tous du soutien, que ce soit récemment ou il y a plus longtemps. Installez-vous bien confortablement, on est parti. Le football est un sport encadré par des règles qui font le jeu, le sport, des normes qui dictent les règles financières, politiques, économiques, et puis des institutions qui en même temps organisent et font évoluer ce sport. Chaque continent bénéficie de son autorité, et quand il s'agit du football mondial, plus généralement, c'est la FIFA qui a compétence. Mais sur le territoire européen, celle qui définit et organise son football, c'est l'UEFA, basée à Nyon, en Suisse. L'UEFA, c'est l'Union of European Football Associations qui a vu le jour en 1954, il y a 70 ans. Et pour répondre à la question que j'ai posée, comment l'UEFA a construit l'Europe, eh bien il faut d'abord se pencher sur cette période-là de l'histoire, revenir aux origines et aux fondements. 1954, on est 9 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et on est en plein façonnement d'une nouvelle Europe, de l'Europe d'après-guerre. Déjà dans les années 1920, les responsables footballistiques mondiaux, les Français en tête de liste, avaient l'idée de créer une Europe du football. Henri Delaunay, qui avait participé à l'apparition de la Coupe du Monde, avait pour projet de fonder une Coupe d'Europe des Nations, un rendez-vous continental fastueux qui opposerait les pays européens. Malheureusement, il ne verra pas son idée voir le jour puisqu'il est mort dans les années 50. Mais en hommage à son idée d'Europe du football, le trophée de l'Euro aujourd'hui se nomme la Coupe Henri Delaunay. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on va réactiver le projet de Delaunay au moment où, je le disais, se construit une nouvelle Europe. L'UEFA voit le jour en 1954 par 31 membres fondateurs. On est 3 ans après l'apparition de la Communauté économique du charbon et de l'acier, la CECA, en 1951, qui va avoir un rôle prépondérant dans la réconciliation franco-allemande. 3 ans avant le traité de Rome, en 1957, qui crée la Communauté économique européenne, la CEE, une union économique entre 6 États qui précède l'Union européenne, et puis l'euro, l'idée de Delaunay, le championnat d'Europe des nations, voit enfin le jour en 1960. Tout ça n'est pas dû au hasard. Le foot européen puise son histoire, son apparition de la création politique et économique d'une nouvelle Europe. Et en fait, le football et l'UEFA vont tenter, par le football et le sport, de créer un continent pacifié, un continent nouveau. Les missions de l'UEFA, que vous pouvez retrouver dans les statuts de l'institution ou dans des archives, doivent veiller au développement du football européen à tout niveau et de promouvoir les principes d'unité et de solidarité, accroître l'accès et la participation sans discrimination de genre, religion ou race et soutenir la croissance de la popularité du jeu, promouvoir la famille européenne du football. On le voit dans le champ lexical, famille, solidarité, unité. Par le football et le sport, l'UEFA doit créer des liens sur l'ensemble du continent européen. C'est les mêmes ambitions que le Conseil de l'Europe ou que la Communauté économique européenne, mais dans des champs d'action différents. Et puis l'autre aspect notable et que l'UEFA va tout de suite adopter, c'est la neutralité idéologique, religieuse et politique. Alors l'apolitisme de l'UEFA est un peu une vaste blague, on en parlera en dernière partie, mais c'est factuellement une ligne de conduite que l'UEFA veut adopter dès le départ.
Pourquoi? Il y a deux raisons. D'abord parce que c'est la ligne de conduite du sport moderne et de l'olympisme, selon Pierre de Coubertin, donc l'idée que le sport doit mettre de côté les tensions et les guerres et que la rivalité se fasse plutôt dans le domaine sportif. C'était la vision de Coubertin, une vision qui va être reprise dans plusieurs institutions sportives internationales comme la FIFA ou le CIO. Donc l'UEFA se calque là-dessus. Et puis la deuxième raison qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est que l'image d'un sport politique à cette période des années 50 ravive les souvenirs du sport fasciste des années 30 et donc de l'utilisation massive du sport par Benito Mussolini et Adolf Hitler qui avaient fait des événements dans leur pays, la Coupe du Monde pour l'un, les JO pour l'autre, un miroir de leur puissance, un vecteur de propagande et d'exaltation du sentiment nationaliste. Donc forcément, avec ce qui s'est passé en 39-45, avoir un sport politisé, ça ne plaît pas. Mais comme je l'ai dit, on verra que la vitrine de l'apolitisme de l'UEFA a plusieurs fois volé en éclats. Comme le précise l'article 49 de ses statuts, l'UEFA décide seule de l'organisation et de la suppression de compétitions internationales en Europe auxquelles participent des associations et ou des clubs de celles-ci. Dès son instauration, elle devient ainsi le chef d'orchestre de la construction des compétitions européennes. L'Euro, qui apparaît en 1960, c'est le meilleur exemple. C'est une compétition qui doit opposer les meilleures nations d'Europe, créer un sentiment de concurrence et faire un événement qui trouve un écho chez les Européens. La logique d'élargissement de l'euro, commencée dès les années 1980 et poursuivie encore par l'UEFA aujourd'hui, c'est aussi dans cette optique d'élargir le foot en Europe. On est passé de 4 à 8, à 16, à 24. Aujourd'hui, alors que l'Euro 2024 se profile dans quelques semaines, regardez l'excitation des supporters géorgiens et comment la participation à l'Euro est vue comme un moyen de se revendiquer comme Européens, comment la participation de l'Ukraine dans son contexte qu'on connaît sera aussi un moyen de participer à une fête européenne du football. Et puis inconsciemment, chez moi, chez vous, chez des Hongrois, Italiens, Roumains, Belges, Polonais, Turcs, on a une excitation à l'idée d'être à l'Euro. On a hâte de voir les nations d'Europe ou sa nation participer en Allemagne à une grande compétition qui doit être vue comme une célébration du football européen, une compétition du football européen. Citez-moi un meilleur exemple d'intégration européenne, de construction d'une identité européenne que le football européen. Alors oui, c'est quelque chose que vous ne vous dites pas au quotidien, vous êtes peut-être en train de vous dire « Oh là là, non, t'exagères », mais c'est factuellement vrai. L'UEFA a activement participé aux représentations que nous faisons de l'Europe. Pour certains, l'Europe, c'est du foot. C'est les soirées de Ligue des Champions le mardi et mercredi soir. Et oui, ça c'est l'autre grande invention de l'UEFA. Les Coupes d'Europe des clubs, avec en tête de liste la Coupe d'Europe des clubs champions qui deviendra en 1992 la Ligue des Champions. Elle débute lors de la saison 1955-1956, donc un an après la création de l'UEFA. 16 équipes participent pour la première édition remportée par le Real Madrid contre Reims en 1956 et elle a pour but de rassembler les champions de plusieurs pays européens membres de l'UEFA. La C2 est ensuite créée en 1962 et dans les années 70-80, l'UEFA développe un véritable monopole sur le foot européen en fabriquant des compétitions européennes où s'affrontent les meilleurs clubs et joueurs du monde. Indubitablement, ces compétitions deviennent des rendez-vous attendus et prisés qui résonnent chez chacun comme des souvenirs impérissables et qui font de l'aspect européen, continental, un pan très important de notre sport. En 1992, la Coupe des clubs champions est rebaptisée la Ligue des champions. Et ça, c'est un tournant majeur. Pourquoi? Parce que l'UEFA va profiter de l'embellie politique des années 90 pour étendre son empire économique et financier, augmenter ses droits TV et surtout, avec sa nouvelle C1, elle va créer un narratif, un logo, une marque, une musique qui vont résonner partout en Europe. De Moscou à Liverpool, en passant par Prague, Athènes, Copenhague, Glasgow, Barcelone ou Turin. Quelques notes, quelques sonorités ou extraits d'un générique nous transportent, mais surtout nous rassemblent. Tout fan de foot en Europe, peu importe sa nationalité, est capable de fredonner l'hymne de la C1 ou de savoir ce que signifient ces 8 étoiles. Tous, faites le test autour de vous et vous allez voir. Voilà comment l'UEFA a construit l'Europe. Et si vous voulez une autre preuve intangible, en voici une. Je parlais avant des représentations. Les compétitions européennes nous ont fait voyager. Elles nous ont fait découvrir des noms de clubs et villes qu'on n'aurait peut-être pas connus sans le football. À titre personnel, Cluj, Sivasspor, Bate Borisov, Twente, Kazan, Hapoel, Rosenborg, Plovdiv, ce sont des noms de clubs ou de villes dont j'ai eu le premier rapport grâce au football à l'âge de 8, 9, 10 ans. Et je pense ne pas être le seul cas. Mais grâce à cette découverte et aux compétitions, au UEFA, le football m'a cartographié l'Europe. Prenez du recul et regardez comment le football a mis en place des choses dans votre imaginaire, dans votre vie et vos rapports au continent européen. Et celle qui est derrière ce football, qui a imprimé tant de choses en nous, c'est l'UEFA.
On pourrait aussi ajouter que les institutions européennes chargées de l'intégration européenne ou de la construction européenne, comme le Conseil de l'Europe à Strasbourg ou l'Union européenne, travaillent très régulièrement avec l'UEFA. Et oui, pas tout le monde ne le sait, mais l'instance du foot européen tisse des liens directs avec les autres institutions européennes, noue des partenariats en lien avec les valeurs qui sont promues par ces institutions sur le sport, comme le fair play, l'équité, le respect, la lutte contre le racisme. Elle travaille aussi conjointement avec le Conseil de l'Europe contre le dopage, la sécurité, et puis elle participe plus ou moins directement aux politiques européennes sur le sport. À titre d'exemple, les traités de Maastricht ou de Thessalonique, des traités majeurs dans la politique d'élargissement et d'intégration de l'Union européenne, reprennent des dispositions sur le sport qui sont proches de celles dictées par l'UEFA. Donc on constate l'importance du football, du sport et de l'UEFA dans le façonnement politique de l'Europe moderne. Ça fait une transition toute trouvée avec le dernier chapitre de cette vidéo, l'UEFA, acteur politique majeur en Europe. Ça lui fera pas plaisir que je dise ça, mais c'est la vérité. Même si l'institution prône la neutralité politique et idéologique, même si elle interdit les messages politiques dans ses compétitions et dans les tribunes européennes, cette façade de l'apolitisme a pu être maintes fois brisée. Le premier exemple, c'est dans les années 90. Fin des années 80, début des années 90, tout le bloc de l'Est s'effondre. 15 États implosent de l'Union soviétique et 5 pays de la Yougoslavie. Eh bien, la première institution européenne que ces pays rejoignent, c'est pas le Conseil de l'Europe, c'est pas l'Union européenne, c'est l'UEFA. C'est la première institution qui vient recueillir dans le giron européen des nouveaux États, qu'elle preuve une fois de plus par le football de son rôle dans l'intégration européenne. Entre 1992 et 1994, 14 nouvelles nations rejoignent l'UEFA, de la Croatie à l'Arménie, en passant par les pays baltes, la Slovénie, l'Ukraine ou la Slovaquie. Elle avait même créé un bureau d'assistance pour l'Europe de l'Est afin de préparer l'arrimage de ces États à l'UEFA. Et vous vous doutez bien évidemment que cette ouverture administrativement, financièrement, ça va élargir encore davantage les compétences de l'UEFA, son champ d'action, mais aussi sa puissance économique. C'est aussi un acteur majeur en Europe parce que de toutes les institutions européennes, c'est la plus grande. 55 États membres, c'est plus que le Conseil de l'Europe et beaucoup plus que l'Union européenne. C'est la fédération sportive du continent la plus grande, la plus puissante, qui a plus de membres que certaines organisations européennes strictement politiques. L'UEFA a des frontières qui ne sont pas les mêmes. Elle propose sa propre vision de l'Europe. L'Europe du football, comme le dit l'expression, c'est de l'Atlantique jusqu'à l'Oural et de la Baltique au Caucase. L'UEFA, c'est totalement ça. Elle a intégré des États comme l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, là aussi une décision politico-économique, mais aussi des territoires qui sont dépendants d'un autre État. C'est le cas de Gibraltar ou des îles Féroé, qui ont une association de foot intégrée à l'UEFA, mais qui sont placés sous l'autorité politique du Royaume-Uni pour l'un, du Danemark pour l'autre. Pour continuer dans ce processus d'intégration européenne, il y a un événement qui va montrer tout le poids politique de l'UEFA, c'est l'admission du Kosovo en 2016. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en 2016 et encore aujourd'hui, une grande partie de la communauté internationale ne reconnaît pas l'existence du Kosovo en tant qu'État, territoire revendiqué par la Serbie comme une de ses provinces. Et au sein de l'UEFA, vous avez des associations et des États en 2016 qui ne reconnaissent pas le Kosovo. C'est le cas de la Grèce, de l'Ukraine, de la Russie, de la Moldavie, de la Roumanie, de l'Espagne, de la Bosnie, de Chypre ou de la Slovaquie. Avant même que le Kosovo soit admis à l'ONU, aux Nations Unies, et il ne l'est toujours pas, il est admis en 2016 comme 55e membre de l'UEFA. C'est une décision tellement et totalement politique. Aujourd'hui, le Kosovo est même pas membre du Conseil de l'Europe. Et puis, il y a beaucoup moins de blocage possible au sein de l'UEFA que pour d'autres institutions, où la Serbie met systématiquement son veto sur le Kosovo. Stratégiquement, pour le Kosovo, c'est un choix payant parce que c'est faire passer la reconnaissance de l'État par le football. Et donc, l'UEFA, on le voit très clairement, elle a un rôle dans le façonnement politique de l'Europe. Sauf que cet épisode n'a pas plu à tout le monde. Bien évidemment en Serbie où la fédération a pesté, et les tribunes serbes, n'en parlons pas. Les déliés de l'Étoile Rouge avaient carrément repris des pans du statut de l'UEFA sur l'admission d'un État. Selon les règles de l'institution, ils voulaient souligner, selon eux, une erreur d'appréciation juridique sur le statut du Kosovo. On voit ainsi à quel point l'UEFA est capable de prendre des décisions politiques. Qu'est-ce qu'il y a de plus politique que d'interdire le match de foot entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ou entre l'Ukraine et la Russie? J'avais fait 2 vidéos sur ce sujet d'ailleurs il y a quelques temps. Alors vous allez me dire, oui, il y a un contexte qui est ce qu'il est, mais donc l'UEFA compose avec une réalité politique et elle ne peut pas la nier. Quand elle exclut la Russie des qualifs de l'Euro 2024 et les clubs russes des compétitions UEFA, indépendamment du fait qu'on soit d'accord ou pas avec ces décisions, c'est un fait politique. Et donc tout ce discours sur l'apolitisme tombe littéralement. Elle avait déjà fait pareil en 1992 en excluant la Yougoslavie de l'Euro 1992, alors déchirée par les guerres qui éclataient au sein de son territoire.
Et puis, les hommes forts de l'UEFA, par leur fonction et par leur influence dont ils disposent, sont presque devenus des chefs d'État et hommes politiques. Souvenons-nous du déjeuner entre des représentants qataris, Nicolas Sarkozy, le président de l'UEFA d'époque Platini, sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022. Alexander Ceferin, président de l'UEFA, figure certes controversée, est aujourd'hui un homme puissant en Europe qui représente l'UEFA dans les soutiens de l'institution à l'Union européenne et à la Commission européenne, comme ici pour le Green Deal, mais qui rencontre aussi des chefs d'État et devient un interlocuteur privilégié. À l'été 2023, il a par exemple rencontré et échangé avec Erdogan en Turquie avant la finale de Ligue des Champions, puis s'est rendu à Athènes plus tard pour un point de situation avec le Premier ministre grec au sujet des violences endémiques dans le football grec. On ne parle donc pas de n'importe qui et de n'importe quelle institution. L'attribution de l'euro, enfin, est également une décision politique. Nous le savons, c'est pareil et encore plus important pour la Coupe du Monde de football. Tous ces exemples témoignent de l'importance politique de l'UEFA et comment cette importance politique a joué ou joue un rôle dans l'Europe, les relations entre États européens et l'intégration européenne. Alors on aurait pu aborder encore beaucoup de choses, notamment sur la structure interne de l'UEFA, le processus de décision et de vote, mais ça c'était pas vraiment l'objectif de la vidéo. On peut ouvrir sur ce sujet en guise de conclusion sur ce que j'évoquais en intro, le manque de soutien populaire, car oui, l'UEFA a réussi à façonner une Europe du football, mais pourtant elle n'a pas gagné les cœurs, car elle est perçue comme une institution avide d'argent, corrompue, qui réprime les passions, et qui surtout a mis de côté au fil de son histoire l'aspect populaire et sportif du football, à la place d'un business et d'un produit à commercialiser. Ce sont des critiques que vous pouvez retrouver très souvent dans les stades européens. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, un registre un peu différent des dernières semaines, mais très heureux d'avoir pu vous proposer cette vidéo qui imbrique univers football, souvenirs, représentation, histoire, politique, bref, plein de thématiques que j'adore développer sur l'Arena et qui est un sujet d'étude très intéressant. Je vous mettrai des liens en description sur ce sujet, notamment un article du docteur en relations internationales Laurent Barcelo qui a écrit en 2012 un sujet sur l'UEFA, l'Europe à 52. Il y a aussi l'article du sociologue du sport William Gasparini que j'avais eu l'occasion de rencontrer, Vendre l'Europe, le sport comme vecteur de communication du projet européen, 1966-1985. Je vous mettrai donc des liens en description pour aller plus loin et développer encore davantage votre connaissance sur ce sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Direction les 35 000 abonnés et puis partagez votre avis en commentaire. C'est tout pour moi. Belle semaine à toutes et à tous et à la prochaine pour la suite des aventures sur l'Arena. Ciao!